Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et salut à tous, amis Wargamers, salut à tous les petits bouseux, et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, pour un nouvel épisode de la rubrique Happy Hours Heresy, qui consiste tout simplement à rencontrer des acteurs du hobby. Des acteurs qui peuvent très bien être votre voisin, ou le pilier de comptoir du village qui pratique Warhammer 40 000, ou tout simplement des acteurs plus médiatiques de la petite sphère Warhammer. Et aujourd'hui, Rural Hammer accueille quelque part son grand frère podcasteur incarné par Thibaut Claudel et Land Rider. Comment ça va, Thibaut ? Très bien, merci pour l'invitation, très content d'être ici. Je sais pas dans quelle catégorie je me situe, peut-être pilier de comptoir finalement. Ouais, on est tous des joueurs avant tout, je pense même que les plus mastodontes des youtubeurs quelque part nous ressemblent beaucoup. Du coup, présentez-vous, monsieur Thibaut, qui êtes-vous ? Alors, effectivement, je m'appelle Thibaut, j'ai bientôt 33 ans, l'âge du Christ. Je suis auteur, scénariste, narrative designer, ce qui veut dire un peu scénariste, mais pour le jeu vidéo. J'ai notamment travaillé sur le jeu Aliens Dark Descent et l'adaptation à jeu vidéo de Goldorak, qui sont sortis l'année dernière. J'ai écrit 2 bouquins chez Ford Edition, qui sont des ouvrages d'analyse, dont un sur Warhammer 40 000, dont on va, à mon avis, reparler aujourd'hui. Et puis, avant tout, comme tu le disais, je suis un humble hobbyiste de la campagne. Je viens des Vosges, donc on fait difficilement... Ouais, là, les Vosges, c'est bien rural, ouais, c'est rural à prof, là, Voilà. C'est bien enfoncé dans les terres, quoi. Ouais, complètement, là, on est sur le bon podcast pour en parler. Donc voilà, il faut que je me rappelle à mes origines, à la source de tout. Ce n'est cependant pas dans les Vosges que j'ai découvert le hobby, c'était plus tard quand j'étais dans une région là aussi très rurale, la Corrèze, mes amis. Ouh. Et c'est en Corrèze que j'ai découvert le hobby par l'intermédiaire de mon meilleur ami Raphaël qui m'en avait parlé. Lui-même l'avait découvert à ce moment-là. Et c'est du coup par lettre interposée, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas MSN. Ah putain, sans MSN. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais, la préhistoire. Mais ouais, voilà comment ça s'est passé pour moi le hobby, avec Warhammer 40 000 dans un premier temps, maintenant Age of Sigmar, d'autres dérivés et tout. Et puis c'est devenu vraiment une passion un peu totale pour moi. Donc j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on connaît un peu tes grandes lignes, et quel type de hobby pratiques-tu ? Est-ce que tu es plus un lecteur ? Est-ce que tu es plus un kit-basher ? Un peintre assidu ? Un joueur ? Ou tout simplement un peu de tout ça à la fois ? Ouais, clairement, plutôt un peu de tout ça à la fois, même je dirais beaucoup de tout ça à la fois. Après, ça s'est fait petit à petit, en fait. Quand j'ai commencé, c'était surtout la partie modélisme qui m'intéressait. J'avais hérité de mon père pas mal de peinture à maquette, de matériel, etc. Ouais. Et en fait, du coup, il y a eu une espèce d'affiliation qui s'est fait à ce moment-là sur lui qui était un passionné de modélisme, maquette de tanks et d'avions principalement, et qui me voyait kiffer un truc assez similaire. Donc... on s'est bien entendu sur ce point-là, et en fait donc c'était vraiment beaucoup ça, le plaisir, tu vois, de monter des petits bonhommes, de peindre du tank, et voilà. Après il y a toujours eu beaucoup le kit bash, la conversion pour moi, parce que c'est une anecdote que je raconte beaucoup, donc peut-être que ceux qui nous écoutent la connaissent déjà, mais mon premier achat Warhammer 40 000, c'était une escouade de tactique, alors une escouade de combat même. À l'époque on pouvait acheter des Space Marines par 5. Ouais, je me souviens. Ouais. Et du coup, il manquait le backpack de l'armure, parce que c'était sur une grappe à part, et j'ai jamais su pourquoi elle n'était pas là. Mais je l'ai jamais redemandé, donc du coup, au fur et à mesure, tu vois, je collectionnais des des petites poches, les Auspex, les trucs comme ça. Puis je leur fabriquais un petit peu des sacs à dos, si j'ose dire, pour ça, pour compléter. Puis ça m'a donné tout de suite un peu le goût de raconter une histoire, même si j'ai mis des années à réussir à formuler, tout ça, et à formaliser ça aussi d'ailleurs, mais notamment à travers mon métier et l'orientation qu'il a pris, parce qu'au départ je viens du journalisme, mais en fait je me suis toujours dit c'est trop cool de rajouter une petite pièce, changer un casque, un truc comme ça, et d'essayer de raconter une histoire à partir de ça. Donc le kit bash a toujours été très présent, et dès mon premier kit Warhammer 40 000, mais dans un premier temps pas trop de jeux, pas trop de lecture. Après il faut dire que
Black Library en France, on est au début des années 2000, c'était pas non plus le géant entre guillemets que c'est devenu depuis. Puis tu vois, j'ai jamais vraiment lâché Warhammer 40 000, donc à un moment j'ai commencé à jouer V4, V5, j'ai un petit peu lâché. Non, V6, je jouais quand même beaucoup, notamment au Games Workshop de Reims, là où je faisais mes études à l'époque. Ouais. Et puis, en fait, ça tournait, tu vois, l'un remplaçait l'autre. Quand il n'y avait pas trop de peinture, c'était beaucoup de jeux. Quand je voyais pas beaucoup de monde, et ben, c'était beaucoup de lecture. Notamment, j'ai souvenir de pas mal d'étés passés, soit avec mes parents, soit avec les pauses, tu sais, du job étudiant de l'été à lire Un millier de fils ou ce genre de bouquin, quoi. Ouais, on a fait la même, on dirait. Ouais, bah, je pense que c'est une trajectoire assez normale, entre guillemets, pour les gens qui étaient dans le hobby dès le début des années 2000, voire avant, et qui l'ont vu un petit peu s'exporter, exploser. Et en fait, c'est là où c'est devenu vraiment total. C'est-à-dire que moi, j'ai tout pris un peu au fur et à mesure. Je pense que peut-être aujourd'hui, tu arrives en 2024, tu es un peu obligé de faire le tri. Il y a tellement de choses. Ouais. À l'époque, en fait, tu prenais tout. Tu vois, tu étais en mode ah, il y a des bouquins, ok, bah bam, tu te manges les fantômes de Gaunt. Ah, bah il y a un nouveau truc, les résidus russes, bam, tu te manges les résidus russes. Et à l'époque, tu n'as aucune idée de ce que ça va devenir, tu vois, c'est juste tu prends le train en marche et tu sais même pas où ça va, quoi. À l'époque, d'ailleurs, je crois qu'il parlait de 3 bouquins, hein. Il me semble qu'à l'origine, c'était annoncé comme une espèce de trilogie. Et puis une trilogie de trilogie, puis c'est devenu 60 plus bouquins, quoi. Ouais, Donc ouais. maintenant, tous ces éléments sont additionnés et j'en ai vraiment lâché aucun parce que je lis peut-être moins un peu qu'avant, parce que aussi mes goûts ont un petit peu changé et puis il y a pas mal de bouquins Black Library, pour être tout à fait honnête, qui me sont tombés un petit peu des mains. Mais beaucoup de peinture, beaucoup de jeux. En plus, j'ai déménagé à Nantes, je vivais à Paris, donc je suis toujours à la ville, je suis pas très rural à mort dans l'esprit. Mais j'ai quand même un plus grand appartement dans lequel il y a un établi et mine de rien, pour la productivité, pour se vider la tête, pour faire des games aussi, accueillir des games, bah voilà, avoir de l'espace, c'est ultra précieux et ça a transformé mon hobby, ça l'a rendu encore un peu plus intense, quoi. Ouais, en passant de Paris à Nantes, c'est quand même un grand pas, hein, généralement, en termes d'espace Ouais, gagné et de qualité de vie. C'est pas encore la forêt, mais c'est une première étape, ouais, quoi. c'est ça. Et bah, quand on parle un peu de ce hobby, tu vois, fin des années 90, début 2000 et tout, est-ce que tu as des regrets par rapport à ce qu'était le hobby dans ce temps-là? Est-ce que c'était pas à l'époque, moi c'est quelque chose que je me plais à penser, ça s'adressait pas davantage à un public un peu d'idéalistes rêveurs dont je faisais bonne partie? Est-ce que tu regrettes un peu tout ça? Ouais, je sais pas si je regrette, mais je suis d'accord avec toi. C'était en tout cas pas le même univers du point de vue de ses créateurs. Je pense que c'était encore un peu un univers de créateurs. On avait encore des Andy Chambers, des Gav Thorpe, des mecs comme ça. Et c'était avant que Games Workshop commence à invisibiliser, tu sais, le nom des sculpteurs, le nom des concepteurs, le nom des peintres aussi, tu vois. Ouais, grave, ouais. Et je pense qu'il y avait encore un côté un peu nerd du fond de la cave ou de la forêt, mais qui se ressemblent, s'assemblent, et en fait on se comprenait un petit peu tous autour de ce plaisir de mélanger tu vois, tout plein d'influences et d'inspiration dans cet univers qui ne cessait de grandir et qu'on voyait vraiment beaucoup bouger, des fois avec l'arrivée de nouvelles factions, de nouveaux concepts, etc. Et on n'était pas forcément dans une ère dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire en fait d'un point de vue culturel, tu vois, d'avoir le réflexe de est-ce que tel ou tel truc est canonique, est-ce que telle théorie amène tel easter egg, tu vois, le côté un peu, on dit souvent marvelisation à tort et à travers, mais ça c'est un effet aussi, tu vois, de la marvelisation, si j'utilise le terme, c'est le côté un peu, t'as un univers qui va dans une direction, qui connecte plein d'éléments. Ouais, complètement, Et à ouais. l'époque, Warhammer 40 000, c'était plus moi une espèce d'énorme bac à sable dans laquelle on s'amusait tous, quoi, et je trouvais ça absolument génial. Cet esprit un peu de bidouilleur, de créateur, mais tu vois, où on est quasiment en fait l'égal du concepteur officiel. Et ben, ça s'est un petit peu perdu avec bah, forcément la corporatisation de Games Workshop, qui est devenue une très très grosse entreprise, et puis la popularité de cet univers. Après, là où je regrette aussi un peu moins, c'est que je sais qu'on traversait des périodes de désert, en fait, tu vois, en termes de sorties, en termes de nouveautés, en termes de qualité de figurines. On n'avait pas les outils qu'on avait maintenant. Donc, que ça soit chez Games Workshop ou ailleurs, parce que je sais par exemple que toi tu utilises beaucoup l'impression 3D pour personnaliser tes figues, donner vie à une vision. Aujourd'hui, en fait, on a accès à toute cette matière
et quelque part on peut toutes et tous quoi un peu rebricoler le truc et revenir un peu à un Warhammer à l'ancienne. Donc ça c'est cool parce qu'on a les moyens de le faire, et moi j'ai souvenir quand même, tu vois, notamment V6, V7, putain 40 000, c'était rude quoi, hein, tu vois, les sorties c'était pas beau, ça sortait plus de livres que de figues. Donc en fait la nostalgie je l'ai surtout plutôt V3, V4, tu vois. Ouais. Mais en fait très vite on a senti, et même moi à l'époque j'étais un jeune con, tu vois, mais je me souviens le passage du codex V3.5 Space Marine du Chaos au codex V4, mais j'avais envie de me flinguer tellement c'était pas ma vision des Space Marine du Chaos que je commençais à développer. C'était la faction dont j'étais en train de tomber amoureux, et pour moi ils avaient tout flingué, tu vois, genre. Et je pétais un câble, j'étais sur un forum, ça s'appelait French Warhammer 40 000, je sais pas s'il existe encore. Et je me souviens, on complotait là, on était en mode on va poser des bombes chez GW, enfin c'est une blague, hein, mais du coup, je sais que j'étais vraiment abattu quoi. Et en fait aujourd'hui je me dis, en vrai on s'en fout quoi, tu vois, tu pouvais toujours jouer avec tes vieux codex, tu pouvais toujours explorer des trucs, parce que justement faut épouser, je pense, ce côté un peu bidouilleur, maker en fait qu'il y a dans Warhammer 40 000, et tu t'en portes souvent mieux en fait. Donc je suis pas trop nostalgique. Je considère en fait que je prends les outils d'aujourd'hui avec un peu les ambitions d'hier, si ça a du sens ce que je Ouais, raconte. ouais, bah c'est intéressant ce dont tu parles, parce que c'est vrai que de nos jours, on a évidemment un champ des possibles, mais qui s'est complètement démultiplié grâce à la technique, tout simplement. Ah ouais, c'est Donc, clair. comme tu l'as dit, l'impression 3D, Mm. tous ces outils qui ont évolué vraiment massivement, que ce soit en termes de modélisme ou de peinture. Par contre, le boulot, on va dire, lié à l'imagination, maintenant, ça, on est un peu livré à nous-mêmes. Et c'est vrai que pour ma part, je regrette un peu ce qui était à l'époque les nombreux appels du pied que faisait l'éditeur au sein de tous ses ouvrages. C'était qu'à chaque fois que Ouais. vous mangiez un gros paquet de règles, je repense par exemple à Inquisitor, dont les règles étaient assez touffues, juste après, l'éditeur te dit « Ouais, mais en fait, mec, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. » Ah ouais, clairement. Ça, c'est quelque chose qui s'en est vraiment allé, et maintenant, on constate de plus en plus une volonté quand même de lisser un peu l'univers. Moi, ça m'a quand même bien tapé dans l'œil avec les dernières sorties en Space Marine, les derniers codex Space Marine. Tu fais face à, quand tu vois des photos de Blood Angel, c'est ok, t'as des intercessors de plusieurs types, on va dire, peints en rouge ou en noir. Ouais. Tu vois, il y a plus cette volonté d'ornementer massivement, de pimper. Il y a quelque chose qui est en train de se lisser, toi. Donc toi, t'as vu ce phénomène naître, en fait, sur des factions qui te plaisaient, le virage un peu Space Marine Chaos, Space Marine du Chaos dont tu parles. Je t'avoue que j'ai complètement échappé. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette Euh, V4 exactement? ou- Ouais, bah en fait, le codex 3.5, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre des codex qu'on a actuellement, et surtout en fait ceux de la V8, V9, avec l'idée des sous-factions. Ouais. Et en fait, c'était, à ma connaissance, c'est le premier codex qui permettait de jouer des sous-factions. Donc, l'une des 9 légions renégates à l'époque, originelles. Et donc, du coup, elles avaient toute une page de règles, et généralement, soit un personnage, soit une relique, soit une règle très spécifique du style. Par exemple, moi, je jouais Iron Warriors. Tu avais la capacité de jouer le Vindicator, qui à l'époque était réservé aux Space Marine loyalistes, ou le Basilisque, qui à l'époque était une arme de la garde impériale, Ah ouais. dans ta liste d'armées. Et en fait, c'était ces possibilités-là, tu vois, de dire, bah, vous faites une liste à thème, mais potentiellement, c'est aussi fun en termes de jeu, et même fort, parce que si tu veux faire une liste de sièges, bah ouais, il n'y avait pas d'armes de siège, en fait, dans le codex à l'époque, donc ils allaient les piocher ailleurs, et ils racontaient que, bah voilà, depuis l'Horus Heresy, les Iron Warriors, ils ont ça, je sais pas, les World Bearers, ils avaient, du coup, tu vois, l'opportunité de prendre des démons. Mhm. Chaque faction avait un petit truc comme ça, et parfois aussi même des restrictions. Donc c'était très intéressant. C'est aussi un truc qui a un petit peu disparu de Warhammer 40 000. C'est aujourd'hui on donne, mais on demanderait en échange. Parfois, c'est un peu dommage. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est Je unilatéral. Ouais. pense que vraiment, d'un point de vue créatif, de manière très générale, la contrainte en fait peut booster la créativité, et on en a de moins en moins. Et comme tu le disais aussi, on est un peu plus guidé dans nos choix. Et donc on avait un codex qui était extrêmement savoureux, flavorful si je prends un anglicisme quoi. Mais Flavorful. ouais, mais du coup, on était à Donf en fait sur ce codex, et en fait en V4,
les règles de sous-faction ont complètement disparu. Ah ouais. Donc en fait, tu avais par exemple des berserks de cornes, tu avais des raptors, mais du coup, je me souviens que par exemple, tu pouvais faire des raptors de Nurgle ou des motards de Nurgle ou des choses comme ça. Des choses Ouf. un peu, entre guillemets, contre nature pour l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça me choque plus tant que ça. Mais à l'époque, c'était surtout voir disparaître en fait toutes ces possibilités-là. Et en fait, te dire, bon, bah super, maintenant on a une armée de Space Marine. Notre armée de Space Marine, c'est une armée de Space Marine avec des cornes. Tu vois, c'est un peu les mêmes archétypes et Ouais, ouais. c'était un côté un peu, effectivement, lissage qui était dommageable. Et c'est un truc qui guette toujours les wargames, hein. Ils sont toujours dans une tension. Et Warhammer 40 000, l'histoire des éditions, c'est ça, quoi. D'une édition à l'autre, c'est ultra savoureux, des règles dans tous les sens. Et au bout d'un moment, ouais, en fait, trop de saveur tue la saveur. Donc, il faut toujours essayer de trouver l'équilibre, je pense. Et c'est pour ça non plus que je suis pas non plus full nostalgique de toute cette époque. Mais c'est vrai que allez, c'était un bon exemple sur le moment de comment les choses pouvaient un petit peu être réduites à un peu à peau de chagrin. Surtout après, bah voilà, quand t'es un jeune ado et que tu dis ouais putain, je suis un rebelle, je joue Space Marine du chaos et puis je peux dépenser 50, 70 points d'équipement par perso parce que les mecs combattent depuis 10 000 ans, c'est trop classe, j'avais pas ça avec mes Space Marines bleus. Puis en fait, on te dit, ouais, bah voilà, ton lord, il fait ça, mets des berserk de cornes si tu veux. Enfin, donc, ouais, c'était un petit peu décevant. J'ai pardonné à Games Workshop depuis, et puis je me suis pardonné à moi-même aussi d'avoir été un petit peu con, parce qu'à la rigueur, tu pouvais toujours un peu bricoler avec le nouveau codex, jouer avec l'ancien, j'en sais rien. Mais voilà, ouais, c'est marrant parce que plus tard, donc en V8, V9, et puis même encore un peu maintenant en V10, on a totalement cet esprit-là dans chaque faction. L'idée des sous-factions qui induisent une espèce de liste un peu savoureuse, on l'a partout tout le temps maintenant. C'est vraiment une donnée centrale pour Warhammer 40 000 spécifiquement, mais même un peu aussi sur Age of Sigmar. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, Games Workshop ne changerait pour rien au monde, mais c'est bizarre de constater que ça leur a appris bah ouais, presque, ouais, quasiment 5 éditions en fait pour revenir à ce format-là et dire ok, bon, c'était cool pour l'espèce marine du chaos, et si on le faisait pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais. Donc toi, t'estimes que la version actuelle, la V10, on parle d'équilibre entre saveur et règles. Est-ce que t'estimes que maintenant l'éditeur y est plus ou moins parvenu? Dans quel état d'esprit, toi, tu la sens, cette V10? Moi, franchement, je pense que c'est la meilleure des éditions modernes qui commencerait avec la V8, je dirais. Ouais. Donc, je trouve que la V8, elle était super fraîche dans le sens où moi, c'est la première, aussi parce que j'avais un peu vieilli, mais que je trouvais simple à prendre en main et dans laquelle il y avait quand même encore les petites spécificités Warhammer 40 000. Et puis, on retrouvait aussi en fait, des unités un peu poubelles, des trucs un peu, ouais, tu sais pas trop pourquoi tu joues, si ce n'est que c'est stylé. Ouais. Et en fait, moi j'avais toujours connu ça. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que c'était un angle d'attaque plus ouvert sur ce que Warhammer 40 000 avait été depuis toujours. Mais ça a ramené tellement de gens que ça a, entre guillemets, remué la merde sur certains aspects, tu vois, et dire, bah non, en fait, maintenant on est un jeu qui se veut peut-être plus compétitif ou plus équilibré parce que les jeux de société ont progressé, le wargame a progressé, le RPG a progressé. Et les gens attendent maintenant d'un Warhammer 40 000 que quand ils achètent un codex, il n'y ait pas des unités complètement injouables. Donc ça a un peu disparu en fin de V8, début V9, et puis après les codex V9 sont arrivés. J'ai trouvé qu'il là, il y avait un côté, ouais, ok, on veut remettre de la saveur. Il y a un truc super intéressant, c'est qu'ils ont commencé à refaire des illustrations qui ne mettaient pas en scène des figurines qui existait, ce qui était une espèce de consigne de la V8 à l'époque, de dire on fait plus d'illustrations qui justement enflamment ton imagination, on te donne juste en version illue ce que tu as en fig, ce qui est pour moi un non-sens total. Ils sont revenus en arrière assez vite, ils sont revenus aussi en arrière dans le lore en disant en fait la croisade d'Indomitus c'était un setting pas mal, est-ce qu'on garderait pas ce contexte un peu sous la main plutôt que de dire c'est passé il y a quelques années, donc on est revenu en arrière là-dessus. Et par contre, niveau règles, je pense qu'ils se sont dit, ok, on va faire plus pointu encore, on va donner encore plus de saveur. Et en même temps, ça a créé des règles vachement plus complexes. Et je pense que l'écart entre les deux, il a été assez phénoménal. Et je me souviens de trucs notamment qui sont juste... moi, je suis 100% pour le côté savoureux, fluff, etc. Mais quand tu as des règles du style, si tu fais un 6 sur blessé, c'est moins 1 PA en plus,
isoler le nombre d'attaques avec là c'est moins 2 PA, là c'est moins 1 PA. Enfin, j'ai joué 2 fois contre mon ami JB et ses Eldar noirs et c'était insupportable quand on perdait des minutes entières. Ah bah, c'est exactement à eux que je pensais. Je pensais exactement aux Drukhari Ouais. et leur stacking de règles absolument infernal, quoi. Et c'était infernal. Et à l'inverse, il y avait des codex qui se débrouillaient, je trouve, très bien dans le côté savoureux. Et c'était des codex de mes 2 armées préférées, Marine du Chaos et Garde Impériale, qui étaient vraiment pas Mhm. dégénérés, pardon, mais qui Ouais. permettaient vraiment de faire des listes à thème super stylées et qui me semblaient être ultra appropriées en fait pour les gens qui aimaient vraiment le fluff. Et puis à la V10, on nous a dit ouais, mais c'est un peu dommage de mettre des règles derrière un schéma de couleurs. Alors moi, j'ai jamais trouvé qu'il fallait absolument peindre, par exemple, Black Legion pour jouer Black Legion. Mais encore une fois, c'est Games Workshop qui s'adresse parfois un petit peu aux plus cons de la classe, pour le dire vulgairement, en disant ok, peut-être il y a des gens, ils pensent que ça les limite, donc on va arrêter ce côté sous faction. On va donner des détachements qui sont plus ou moins la même chose, mais avec un déguisement, une petite moustache. Moins d'options aussi. Ce qui me semble être un bon équilibre, effectivement, pour répondre à ta question après une longue tirade, entre effectivement saveur et accessibilité. Je trouve qu'on est pas mal et honnêtement, j'ai fait pas mal de parties hein, en V10, plus que je pense j'en ai fait en V9 déjà. Et ça fait que 1 an, et là, ils ont annoncé une grosse pause. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce qu'ils ont du mal à suivre niveau sortie? Parce qu'il y a quand même toujours des problèmes d'alimentation. Il y a eu aussi quelques ratés niveau figurines ces derniers temps. Donc on pourrait peut-être se dire ils mettent en pause la machine parce que bon, les ratés de l'année prochaine, c'est trop tard. Mais peut-être les ratés de 2026, 27, on peut encore les corriger parce qu'ils sont peut-être pas encore sortis des machines, quoi. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être encore d'autres trucs complètement externes, mais je trouve que c'est intéressant parce que potentiellement ça pourrait être l'excuse pour faire durer une édition plus de 3 ans, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, je crois depuis la V5 en fait. Ouais, ouais. Donc j'aimerais bien. Parce que notamment il y a eu un monde, je me suis replongé dans les éditions pour le bouquin, dans lequel notamment par exemple les règles de la V3 et de la V4 sont quasiment les mêmes. Et d'ailleurs, des codex ont survécu en fait au changement d'édition. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus le cas. Alors, on se doute aussi parfois que c'est pour des raisons commerciales. Mais moi, je trouverais ça stylé de dire, bah ouais, peut-être un moment on passe en V11, mais on retourne pas la table, quoi. Tu vois, ce codex-là, il fonctionne encore très bien. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, ils tiennent quand même peut-être un truc. La seule chose que je changerais, elle est plus commerciale et plus économique, je trouve que le modèle économique des codex ne marche plus en fait. C'est-à-dire avec la rapidité avec laquelle ils changent les règles, avec laquelle ils corrigent des erreurs, avec laquelle ils nous incitent à acheter de nouveaux paquets de cartes, etc. On sent qu'on est sur un truc effectivement assez rapide. Alors on peut ou pas jouer, enfin tu vois, rentrer dans ce terrain-là. Mais c'est vrai que quand tu fais beaucoup de parties, bah, tu as quand même souvent envie qu'il y ait un nouveau détachement qui tombe, de sortir un nouveau paquet de cartes ou que sais-je. Et du coup, franchement, acheter un codex 40 balles pour qu'au final, la moitié des trucs soient... Enfin, pour débloquer quelque chose dans ton appli et tout, je pense que ça aurait dû être l'édition où les règles seraient passées en gratuit, quitte à ce que les codex existent Bah toujours. oui, full gratuit, hein, ouais. Mais on a eu un espèce de semi-gratuit au début d'édition Ouais. et j'ai trouvé que c'était super rafraîchissant. On a vu plein de gens s'emparer de ça et moi j'ai encore tous les PDF sur mon PC pour pouvoir continuer de jouer un peu avec cette version-là dans quelques années si j'ai envie. Et je pense que ça peut être fait. Il y aurait presque même un compromis dans lequel je serais. Enfin, tu vois, moi je trouverais par exemple OK que les règles d'un détachement et de toutes les unités soient gratuites, mais que les règles des détachements supplémentaires soient payantes, tu vois. Moi, ça m'aurait pas choqué, tu vois. C'est une sorte de modèle Ah, j'avoue, pourquoi pas, ouais. un peu freemium, tu vois. Un peu, ah, ton jeu, il est gratos, mais tu peux jouer 3 personnages. Bon, bah, si tu veux Mhm. les autres, faut acheter, mais tu peux tester, tu vois. Là, vraiment, on est passé à le codex arrive, ah, bah, tu peux plus rien tester, tu vois. Et donc, par exemple, si t'es un nouveau joueur, faut que tu casques si tu veux jouer Space Marine ou quasiment la moitié des factions maintenant, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais je trouve que l'équilibre, il est là. C'est juste, faut qu'ils alignent ça, je pense, avec leur économie actuelle. Ouais, on est d'accord. Bah, je soulevais l'idée dans une émission récente, hein, comme quoi potentiellement on aurait le droit à une édition plus longue. Donc il y a plusieurs théories, quoi. On pourrait très bien, soit ils gardent en fait le même laps de temps de 3 ans et on passe à une nouvelle version alors que tous les codex ne sont pas sortis.
Ça peut être une option. Ouais. Ou alors, ils rallongent carrément tout et on étale les sorties de codex sur 5 ans. Mais c'est vrai que cette roadmap qui en substance ne disait absolument rien, elle en a quand même surpris plus d'un. Ça a fait beaucoup de déçus, mais moi, en tout cas, pour ma part, j'accueille la nouvelle avec une certaine bienveillance, hein. Moi, ça me ferait, à vrai dire, assez plaisir que les éditions se rallongent un peu, quitte même à s'ennuyer un peu et du coup avoir le temps d'aller voir ailleurs, par exemple à faire du kill team ou du boarding action, comme je prévois d'en faire prochainement. Et vu qu'on est toujours dans le jeu, bah justement, tu joues quelles armées en ce moment? Bon, ça peut être à 40 000 ou à un autre jeu, quoi. Ouais, bah, je joue principalement là en V10, j'ai beaucoup joué la garde impériale qui a toujours pas de codex, donc ça m'arrange. Garde impériale, ouais, t'es toujours en mode index et le mode index, il est plutôt bon, hein, pour la garde, moi je trouve. Ouais, je trouve qu'il est plutôt bon. Il a été corrigé relativement régulièrement. Il y a eu une grosse suprématie de l'artillerie pendant assez longtemps. C'est un petit peu fini. Et on a vu en fait que Games Workshop réagissait plutôt bien, je trouve. Il y avait quelques nerfs qui parfois étaient un peu méchants, mais en fait, ça incite beaucoup la communauté garde, qui est quand même souvent le repère de bidouilleurs et de mecs un petit peu à l'ancienne. Donc, Ah, je totalement, suis ouais. parmi les miens. Mais du coup, très clairement, les mecs se sont dit bon, bah ok, l'artillerie ça dégage, bah vas-y, j'ai 9 Lehman russes en stock, il y a les Rogaldins qui sont sortis il y a pas longtemps, je vais peindre ça. T'as toujours des mecs qui ont beaucoup d'infanterie. Donc ça récompense des grandes collections, ce gameplay guard qui a toujours été fondé sur un de ces trois piliers-là, ou soit les trois piliers en même temps. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que moi, en V8, je jouais avec ce que j'avais. En V9, j'ai commencé une armée, notamment Space Marine du Chaos, que j'ai pas trop touché depuis, mais à laquelle j'espère un jour ajouter des unités, parce que je les ai, elles sont dans la pile de la honte. Mais Ouais. du coup, j'ai compris, en fait, arrivé en V10, que maintenant j'avais de grosses armées, et c'était un truc, malgré ma découverte assez ancienne maintenant du hobby, que j'ai rarement eu dans ma vie, tu vois, d'avoir au moins deux grosses armées, on va dire, autour de 3000 points. C'est un truc, pour moi, c'est déjà gros, tu vois, parce que je Ouais. personnalise chacune de mes figues et j'y mets beaucoup d'amour et tout. Donc, même si je suis pas un peintre très particulièrement lent, tu vois, ça me dérange pas de peindre 20 gardes, tu vois, à la chaîne, il n'y a pas de problème. Mais c'est un truc, je sais que moi, ça me prend quand même du temps. Et du coup, je kiffe cet aspect-là de la V10 où j'ai l'occasion de tester des listes différentes, pardon, enfin pour la première fois dans ma vie parce que j'ai suffisamment d'unités, quoi. Ouais, bah c'est un truc que je dis souvent, c'est que la V10, elle récompense beaucoup les collectionneurs, hein. Avoir une grosse armée, Ouais, ça veut dire des options de jeu assez touffues, quoi. De plusieurs détachements, plusieurs listes thématiques possibles. Donc toi, actuellement, tu es à la tête de deux grandes armées, donc je pense que t'es le bon client, quoi. complètement. Et je pense que c'est un bon signe en fait que les collections soient récompensées. Ça n'a pas toujours été le cas et notamment pas avec les éditions modernes. Donc Ouais. je trouve que c'est très très cool parce que d'habitude elles donnaient souvent, tu vois, le là à une ou deux armées, une ou deux unités, même parfois c'était vraiment très monobloc quoi. Et je trouve que là c'est vraiment différent. Et je me suis pris des gros culs à la garde impériale, là, début d'édition. Et puis après, je suis passé sur une méta un peu plus transport, véhicule et un peu moins artillerie. Parce que d'ailleurs, de manière générale, je suis moins un joueur artillerie si je devais me qualifier. Je suis plus sur l'infanterie ou les chars. Et du coup, j'ai eu de très beaux résultats. L'attrition, c'était pas ça, mais le niveau scoring, je m'envolais un petit peu. Donc je trouvais ça intéressant de voir vraiment des gameplays changer en fonction un peu de ta collection. Marine du Chaos, j'ai fait deux trois parties, j'ai attendu le codex qui avait été annoncé assez rapidement, Ouais. mais j'ai pas eu la même fibre, sans doute parce que je me suis rendu compte en jouant beaucoup la garde que j'aimais trop ça, quoi. Que j'avais une espèce de, comment dirais-je, de facilité à jouer la garde, à perdre mes unités, à en avoir beaucoup. Et en fait, je pense qu'en tant que, tu vois, joueur, jouer des armées un peu plus élites, des fois je transpire un peu, je me dis putain j'ai perdu ça, waouh, comment je vais faire? Et en fait avec la garde j'ai toujours un peu l'impression d'être en infériorité, alors numérique non, mais en termes de puissance j'ai toujours l'impression que je vais me faire rouler dessus parce que globalement un garde ne tient pas face à grand chose.
Mais du coup, c'est plus, je me mets plus dans un esprit un peu de stratège, de genre, ok, je vais perdre des hommes, c'est comme ça, il faut l'accepter. Alors que tu vois, Ah ouais, bah c'est totalement au cœur du gameplay, hein. ah bah ouais, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça, et que j'étais dans une mentale un peu jeu de stratégie que j'aimais beaucoup, parce que j'adore ce genre de jeu. Ouais, à Et l'ancienne, quoi. ouais, un peu à l'ancienne, et à l'inverse, avec les Marines du Chaos, j'ai un affect hyper puissant, hyper émotionnel, presque un peu romantique, et je me dis putain, un mec de 10 000 ans là vient de mourir avec un vieux tir de fusil laser, là j'ai le seum. Et bon, j'ai toujours le seum pour la mort de mes petits gardes impériaux, mais c'est un petit peu différent. Donc après voilà, c'est aussi parce que mon armée Black Legion, pour le coup, là, je suis un joueur à l'ancienne là-dessus, surtout après la V9 qui m'avait fourni un gameplay qui me plaisait énormément autour de la flexibilité, qui récompensait jouer des troupes, les légionnaires, que moi je trouve être super savoureux, quoi. Ouais. Et en fait, généralement, les armées où les troupes sont récompensées, je trouve ça super cool, parce que pour moi, c'est la base, un QG de troupes, j'en parle souvent, ça m'a marqué. Et du coup, j'étais très content. Et du coup, le Codex V9 du chaos, il est super intéressant. Et je vois que les détachements sont trop cool. Mais en fait, moi, pour moi, c'est Black Legion jusqu'à la mort, quoi, tu vois. Donc, je me Ouais, dis, ouais. je vais juste aller sur un gameplay qui est assez, pour le coup, bête et méchant, de booster des mecs et d'avoir une fiabilisation. Mais à la rigueur, tu vois, je pense que quand j'en aurai un petit peu marre de la garde, je serais content d'avoir des mecs en armure énergétique, bien fiables, bien bourrins. Ça va me détendre, je pense. Je pense que l'année prochaine, je vais un petit peu switcher de camp. Ok, bah donc le prochain projet, c'est la Black Legion, du coup. Et ben quelque chose me dit qu'on en reparlera bientôt de cette Black Legion. Petit spoiler. Tiens, ça serait avec plaisir. Est-ce qu'on a fait le tour de ton petit univers côté jeu? Après, tu joues aussi un peu à Age of Sigmar, quoi. Ouais, c'est ça, je joue à Age of Sigmar. En fait, je suis rentré par Age of Sigmar par la porte de Warcry, qui est un jeu que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment. Ouais, ce jeu a mis tout le monde d'accord, il semblerait, hein. Ouais, il est très très cool, très bon moteur de jeu, hyper simple, hyper fiable, hyper, comment dirais-je, fluide aussi. Enfin, vraiment, je le trouve très très cool. Mhm. Les bandes ont toujours une gueule d'enfer. C'est une gamme dans la gamme des Just Sigmar que je trouve absolument incroyable. Il me chagrine qu'elles plus ou moins disparaissent. Enfin, on sait pas trop encore comment ils vont se positionner par rapport à ça. Ouais, c'est un peu dans le flou, Ouais. ce truc-là. Est-ce que c'est abandonné au profit de Spearhead? On sait pas On trop, sait pas quoi. trop, effectivement. Et du coup, bah, j'avais essayé de me lancer une première fois dans Age of Sigmar, c'était en V2, puis ça n'avait pas pris. Avec Warcry, je me suis lancé dedans. Et là, avec la V3, donc en 2021, si je dis pas de bêtises, Ouais. on s'était lancé avec mon pote JB avec qui on a créé le podcast. Et du coup, j'avais pris les Stormcast qui m'avaient toujours fait de l'œil. Et qui bah, étaient déjà un petit peu redesignés, me semblait être encore plus joli, plus sympa à faire. Et je me suis vraiment éclaté à partir sur des figurines très peu converties et à me concentrer sur un thème d'inspiration Légion romaine et de travailler voilà, sur tous les rouges et me contenter de métaux hyper simples sur le reste. Et ça m'avait fait un bien fou de passer sur une palette complètement différente. Donc j'ai un peu retenté l'expérience là. Ces derniers temps avec l'arrivée de la V4 et en renforçant mes Stormcast. Puis entre-temps, j'avais un début de collecte d'Idonet qui s'était accumulé. Donc j'ai aussi un peu des Idonet. Je sais pas trop quoi en faire parce que c'est un gameplay globalement classe canon des elfes et tout, de manière générale, Ah, les ouais. Eldar inclus, qui m'a jamais forcément trop parlé. Donc je sais pas, mais avec l'arrivée de Spearhead, avec laquelle j'ai... Là, ces derniers temps, vraiment, j'ai enchaîné Spearhead. Je pense que toutes les dernières parties que j'ai faites depuis un mois ou deux, c'est que du Spearhead. Et je trouve que c'est vraiment très chouette. Je conseille aux gens de s'y lancer. Je trouve que c'est vraiment une petite expérience à part, mais qui apprend vraiment toutes les subtilités et tout le fun qu'on puisse avoir sur Warhammer. Et puis, il y a le côté... vu que tout se base sur des kits qui sont rassemblés au sein un seul packaging, quoi, et ben, moi je trouve ça hyper sympa. Et il y a deux, trois de ces boîtes qui sont vraiment super intéressantes, notamment Cities of Sigmar, je trouve qu'elle a une super gueule. Et Ouais. ouais, donc ça a été pas mal de Spearhead ces derniers temps, au point que je me suis demandé est-ce que j'ai vraiment besoin de collectionner d'immenses armées pour Age of Sigmar, qui est mon jeu secondaire? Est-ce qu'il faudrait pas juste faire des Spearhead pour s'amuser de temps en temps, quoi. Ouais, bah et c'est vrai que ça va bon train. Et j'ai noté ça du côté de ton Discord ou quoi. Il y a des gars, ils enchaînent les Spearhead, quoi. Je pense à l'ami La Fourrure. Je sais pas combien il en a peint. Il doit en être à sa quatrième, quoi. Ouais, 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un fou. Tout le monde fait
des Spearhead en ce moment. Donc moi j'ai hâte d'essayer, à vrai dire. J'ai pas encore eu le temps de commencer la peinture de tout ça. Mais pourquoi pas, ouais. Donc AOS, toi tu te vois bien rester dans du petit format et pas partir sur des batailles regroupant des dieux et des demi-dieux, quoi. Bah, j'aime moins cet aspect-là, dieu et demi-dieu d'AOS. Donc, mon armée Stormcast, c'est vraiment de la piétaille, de la cavalerie. J'ai pas de grosses pièces. Ouais. Je pense que la plus grosse pièce que j'ai, c'est le Lord Monté et Indrasta, tu vois, qui sont dans Ouais, les ouais, deux bon, dernières boîtes de lancement. les petits boss des boîtes de base, ouais, ils suffisent Ouais, largement, c'est hein. ça. Et ça me va bien en fait. Après, du coup, je trouve que le moteur d'Age of Sigmar, là, il est intéressant, mais je le trouve assez mal écrit. Première chose, je trouve, je sais pas, leur système d'action-réaction est plus poussé qu'à 40 000, mais on reste sur un truc très you go, I go en termes de game design, donc chacun son tour. Et du coup, il y a un petit effet. Je peux t'interrompre, mais il faut déjà que t'aies fini. Donc du coup, je trouve ça un peu, un peu ridicule par Ouais, moment. ouais, j'avoue, le système de réaction, au début, on pense, ah, c'est cool, il y a plus d'interactivité ou tout ça, mais au final, ça demeure assez mono-neuronal, quoi, hein. Ouais, c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est peut-être un premier pas vers un peu d'alterner dans Warhammer, voire même un Warhammer qui serait complètement en fonctionnement alterné. Ça redemanderait de réécrire une partie des règles, mais je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Donc je trouve ça dommage, cette espèce d'entre-deux qui est par ailleurs inutilement compliqué en termes d'écriture de règles. Bon, des fois la traduction n'aide pas, mais c'est vrai que c'est quand même casse-tête pour pas grand-chose. Et par ailleurs, effectivement, je trouve qu'en termes de list building et tout, c'est beaucoup plus rigide que 40K. Et il y a un petit côté, tu as du mal à faire rentrer les unités que tu veux. Tu as du mal aussi à avoir quelque chose de. En fait, j'ai beaucoup joué à Age of Sigmar. Enfin, j'ai un peu joué à Age of Sigmar en V3. Ouais. Et ça m'avait déjà fait ce feeling-là de. C'est quand même une armée. Pardon, un jeu qui encourage des armées pour le coup vraiment monomaniaques, quoi. Un peu une armée de cavalerie avec tel boss et tu vois, telle optimisation et Ouais. telle unité en triple renforcée, que sais-je. Et en fait, c'est pas du tout un jeu qui, à mon sens, après, j'ai pas une expérience folle, donc les gens pourront me corriger, mais je trouve que c'est pas du tout un jeu qui récompense justement une forme de polyvalence dans la liste, une forme de flexibilité aussi, et puis ce que moi j'ai toujours aimé à Warhammer, c'est-à-dire ce côté un peu méta, esthétique, tu vois, de dire j'ai un lord monté, sa petite unité de cavalerie, 20 bonhommes qui vont défendre l'objet, une catapulte en fond. En fait, aujourd'hui, c'est les armées de Age of Sigmar, elles ressemblent rarement à ça, alors que les Spearhead, paradoxalement, sur un plus petit format, souvent montrent une diversité plus grande, en fait. C'est un peu paradoxal, mais je trouve que c'est assez intéressant. Donc, je m'attendais à vraiment vouloir rusher Spearhead pour aller sur la V4, et au final, Spearhead m'a apporté une telle satisfaction que je me suis dit, ouais, ça se trouve, la V4, Ça pourrait très bien se résumer à ça, les quoi, ouais. Stormcast, ça sera pour la collecte, mais voilà, Ouais, quoi. ouais, bon, on est d'accord. Et c'est vrai que le list building côté Sigmar, il est vraiment chaud. Moi, en ce moment, j'essaye de monter des petits projets Séraphon, tu vois, des petites listes Séraphon. Ouais. Et mais il n'y a pas moyen de tomber sur 1000 ou 2000 tout cuit. C'est mort. Ouais, Tout- ça fait 2 éditions que c'est comme ça et je comprends pas trop le point de vue philosophique en termes de game design derrière tout ça. Parce que du coup, tu finis avec des. À moins que, en fait, tu vois, ça soit pour mettre des petites unités ou pendant un temps, c'était aussi pour les sorts persistants, mais maintenant c'est gratuit. Donc, Ouais, genre, ouais. je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de reliquats dans cette V4 qui me semblent être un peu pas nécessaires, qui viennent des éditions précédentes alors qu'il aurait peut-être fallu aller plus loin dans le côté un peu table rase et essayer de proposer quelque chose de, pour le coup, vraiment différent. Donc mon problème avec Age of Sigmar, c'est pas du tout, par exemple, ce qu'on entend souvent, le double tour, ou même le fait qu'il y ait des dieux, etc. Enfin, parce qu'à la rigueur, c'est sûr que si mon pote sort un Nagash, c'est jamais arrivé, mais je me sentirais un peu à poil, mais généralement, on est des armées assez similaires, quoi, tu vois, donc Ouais. on se débrouille, on se débrouille. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un autre jeu. Alors moi, je suis en train d'apprendre, donc je jugerai pas au-delà du raisonnable, mais en tout cas, ne serait-ce que la partie list building, franchement, j'en chie, quoi. Ouais, ouais, c'est J'ai dur, du hein, mal c'est à dur. monter un projet, tu vois. Là, j'essaie de monter un projet genre, ok, il me faut une armée, comme ça me motive à la peindre et tout. Sauf que ben, je sais pas trop quoi mettre dedans, je galère un petit peu, quoi. Et il y a assez peu Ouais, pareil. de variables d'ajustement, tu vois, que ce soit des... Par exemple, les skinks, tu dis, ok, bah, je vais mettre quelques skinks pour arriver à 2000 et tout. Mais non, parce qu'en fait, tu dois les jouer en beaucoup, en gros effectifs, et du coup, je galère, quoi. Je galère. Ouais, ouais, bah,
j'ai le même feeling et je pense que c'est aussi parce qu'on est des transfuges de 40K, mais je trouve inutilement strict en fait ce list building et du coup ça encourage beaucoup plus ce côté, ce qu'on entend beaucoup sur d'autres, j'allais dire podcasts, mais d'autres chaînes YouTube plutôt, tu vois, du style avec cette armée, on joue à 1200 points parce que on cale Archaon à 800 points et après on fait avec ce qui reste quoi. Ouais, Et je ouais. déteste cette philosophie en fait, je trouve ça complètement Bah ouais, c'est chiant, c'est chiant. ouais. Bon, bah écoute, maintenant qu'on a parlé un peu jeu, on va maintenant parler un petit peu de médias. Alors, pour Thibaut, il y a deux gros morceaux, c'est le podcast et les bouquins. Prenons pour commencer le podcast. Ça fait combien de temps que tu fais l'andouille derrière un micro? Ça fait des années en fait, parce qu'avant le podcast de Len Rider, j'en avais lancé un autre sur Star Wars qui s'appelle Outrider, qui est son Ouais. grand frère. Et puis avant ça, quand j'étais journaliste, j'en faisais plein avec mes collègues journalistes. Et puis avant ça, j'étais blogueur, alors j'avais mes propres podcasts. Donc ça fait, je pense que les premiers podcasts que j'ai fait, on devait être en 2011 ou en 2012. Donc je sais pas si j'étais précurseur, parce que je pense que personne m'écoutait. Mais moi, j'aimais bien faire l'andouille dans un micro justement. Donc ça fait 12 ans. Après pour Len Rider spécifiquement, on l'a lancé en 2020, tout génie que nous étions, Ouais. parce que on se disait, ouais, on nous le demandait déjà. On avait notre petite commune qui nous disait, ouais, on sait, vous êtes des fans de Warhammer, lancez un truc. Il y a pas assez de podcasts Warhammer, il y a plein de choses à dire. Et puis en même temps, je me disais, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de plus que on peut pas faire des rapports de bataille ou ça peut paraître un peu plus compliqué à faire. Je sais que toi tu t'exerces à ça, mais Ouais, c'est pas évident, ouais. je me suis dit je vais pas parler de méta parce que ça ne m'intéresse pas, en tout cas pas sous la forme qu'on la voit ailleurs. Et puis j'ai pas forcément envie de faire un truc sur le lore parce que il y a déjà beaucoup de concurrence et des trucs vraiment très quali sur YouTube. En fait, ma vision du hobby, c'est celle que je t'ai présentée quand je t'ai raconté un peu ma vie. Elle est totale, quoi. Tu vois, moi, j'ai du mal à séparer la lecture du modéliste, du jeu, du reste. Mhm. Et donc, en fait, je voulais un podcast qui représente un petit peu ce côté lifestyle. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accueilli ton arrivée avec autant quelque part d'enthousiasme. C'est que je me suis dit, tiens, un autre mec qui s'est dit, je vais faire un podcast sur le côté, pour le coup, de tout ton mode de vie, qui est effectivement celui de la campagne, mais le mélange des deux, pour moi, on reste du coup dans cette approche un peu Warhammer fait partie de ma vie, je vais pas le décorréler en parlant comme si j'étais dans l'univers et vous raconter, tu vois, comme si j'étais un scribe de l'Imperium, ou en vous parlant comme une espèce de coach sportif du dimanche sur quelle liste il faut faire, quoi. Donc on a essayé d'avoir cette approche-là et de se donner une voix un petit peu plus globale, parler aussi des influences, du contexte, de comment les trucs ont été créés. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. Sur quoi que ce soit, hein. Je suis un gros cinéphile et un gros consommateur de pop culture de manière générale et je peux pas juste voir un film, quoi. Faut que je sache comment il a été fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ce choix-là. Et en fait, c'est un peu pareil avec Warhammer 40 000, sauf que c'est encore plus opaque Warhammer parce que Games Workshop communique très peu sur la façon dont ils font les choses. Ouais, carrément. Et donc, ça m'a toujours beaucoup intrigué et au fur et à mesure des années, j'ai quand même glané pas mal d'anecdotes et je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être partagé en podcast et faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc c'était un peu ça qui nous animait et qui nous anime depuis ces 4 années, même si entre-temps j'ai un peu perdu mon ami JB qui a vogué vers d'autres horizons, qui est très, très occupé professionnellement à travailler pour la Bonne Auberge, qui est une chaîne d'actual play Ouais. JDR, donc comme quoi le JDR est jamais très loin. Et puis moi-même, hein, j'ai déménagé, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont fait que la formule aussi un peu du podcast a changé, mais ça m'intéresse toujours de continuer, quoi. Mais oui, parce que toi, quand tu as commencé des podcasts Warhammer en français, il n'y en avait pas, franchement. Je crois qu'il y en avait un, j'ai perdu leur nom, mais c'était des gars qui parlaient de l'Horus Heresy et un peu façon book club, tu vois, club de lecture. Ouais. Mais j'étais pas vraiment sûr qu'ils étaient actifs. Je sais que je les avais déjà écoutés, moi, quelques années avant, tu vois, auparavant. Quand j'avais cherché, moi-même, consommant beaucoup de podcasts, j'avais l'habitude de chercher, tiens, est-ce qu'il y a un podcast sur tel truc? Et j'avais trouvé ça, et bon, j'avais pas plus accroché que ça, donc du coup, j'étais passé à autre chose. Mais je m'étais dit, tiens, effectivement, personne ne le fait. Mais après, il faut se dire aussi qu'en 2012, enfin là, en 10 ans, 12 ans, le progrès qu'a fait le hobby, il est plus important que. Enfin voilà, Warhammer 40 000, c'est un peu plus de 35 ans. Ces 12 dernières années, il a fait beaucoup plus de. Enfin, je pense 5-6 fois plus de progrès que les 20 premières, quoi. Ouais, en termes de volume, en termes de Ouais. tout, on a multiplié les ventes, les joueurs. Je pourrais toujours, tu vois, j'aurais toujours pu le lancer plus tôt.
mais j'avais vraiment pas la conviction qu'il y avait un appétit, tu vois. Ouais. Alors que là, je commençais à avoir une présence sur les réseaux sociaux, à voir un peu les gens sortir du bois et dire moi aussi, je suis dans le hobby. Parce que tu sais, c'est un peu ce côté très. C'est le côté un peu. Je compare souvent Warhammer à une espèce de private joke, quoi. Tu vois, en mode, on connaît tous la vanne, on se reconnaît entre nous. Mais il y avait quand même un côté, on va pas forcément le dire ouvertement, quoi. Et en fait, aujourd'hui, ça a complètement changé. Ouais, c'était un peu confidentiel, ouais. Et donc, du coup, forcément, les gens demandent. Il y a même beaucoup de gens qui disent, bah, moi, je suis en attente de ça pour me lancer. Parce que tous les trucs dans lesquels je me suis lancé avaient des chaînes YouTube, des podcasts pour m'accompagner, etc. Donc ouais, mais ça, enfin, l'environnement dans lequel on évolue, toi et moi, du coup, avec le podcast et ce côté média dont tu parlais tout à l'heure, il a autant changé que le hobby, voire plus, et les deux se sont rencontrés, alors que pendant très très longtemps, c'était une directive de The Games Workshop d'ailleurs, hein, jusque 2017, Tom Kirby était président et disait on n'a pas de présence sur les réseaux sociaux et une présence minime sur Internet parce qu'il avait eu en fait une très mauvaise expérience avec les premiers contacts, l'arrivée des forums et tout ça. Et Ouais. en fait, il s'est dit non, en fait, faut pas qu'on soit là-dessus parce qu'on va se brûler les ailes. Et en 2017, enfin, le tournant des réseaux sociaux, il était déjà pris depuis longtemps. Et donc, en fait, j'ai l'impression que presque, vu que Games Workshop ne s'y mettait pas, il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, mais notre truc, personne n'en parle. Enfin, tu vois, genre moi-même encore, j'étais assez prudent. Alors que maintenant, moi, je lâche. Enfin, tu vois, la dernière fois, je me suis présenté, je donne des cours là bientôt à la rentrée. Je suis présenté à un autre professeur, j'ai dit, ouais, je fais un peu de peinture. Et le mec m'a dit, ah ouais, du Warhammer? Et spontanément, tu vois. Et Ça fait trop plaisir, quoi. ouais, non, mais tu vois, d'habitude, on me disait, ah, tu faisais un peu de peinture, puis tu sais, t'arrivais petit à petit, figurine, t'essayais tu vois, de mettre un peu dans le feutré comme ça, tu vois. Mais là, c'était vraiment, ah ouais, tu fais du Warhammer, tu fais quelle armée et tout. J'étais en mode, ah ok. Et le gars, il jouait pas, hein, mais il connaissait, Ouais. tu vois. Et d'ailleurs, gars et nana aussi, aujourd'hui, enfin, tu vois, ah ouais, bah, mon mec, il fait ça, mon frère, il fait ça, ah, moi, j'ai peint tel truc une fois dans une boutique, c'était marrant, faudrait que je m'y remette et tout. Donc, c'est complètement libéré d'une certaine manière, c'est peut-être pas le bon terme, mais du coup, ça aide aussi à lancer des médias et qu'il y ait une réception derrière, parce qu'on aurait pu le faire avant, mais je pense que ça aurait pas forcément suivi en termes d'écoute, quoi. Ouais, bah justement, parlons-en un peu. Donc, ce format audio où désormais bah, tu es un peu seul maître à bord quelque part. En termes de volume, j'ai l'impression quand même tu es beaucoup écouté, quoi, globalement. Bah oui et non, parce que si on compare par exemple ce que fait une chaîne YouTube, c'est assez ridicule. Ouais. Moi, on va dire aussi, il faut le dire, hein, que la bulle podcast, elle a mis longtemps à gonfler. Elle a gonflé pendant des longues années, sans que les gens comprennent vraiment pourquoi, ni comment ça marchait, et si ça allait pouvoir faire de l'argent. Et elle a vachement implosé ces 2 dernières années, y compris dans les usages. C'est-à-dire que c'était très moderne et c'était très cool d'écouter du podcast. Et ça a complètement chuté ces dernières années. Et aussi, la plupart des plateformes qui, justement, j'allais dire chronométraient, mais mesuraient tes statistiques, tous ont été dans la sauce à un moment ou un autre sur le fait qu'ils gonflaient leurs stats parce que ça permettait de lever des fonds et de dire, regardez, le podcast, c'est le nouvel Eldorado, le contenu audio, c'est le futur, machin. Et donc, moi, à la grande époque, tu vois, par exemple, un épisode comme celui sur les Space Marines du Chaos, où avec JB, on était en mode total passionné, un podcast qu'on appelle le podcast sourire, tellement on a vraiment la banane tout au long du truc. On se dit, bah franchement, ça va être écouté et tout. On fait, tu vois, 4000 écoutes. Bon, aujourd'hui, il doit y en avoir un peu plus. Mais à l'époque, c'était, tu vois, un peu le max qu'on touchait. Et aujourd'hui... Ouais, bah 4000 écoutes pour une émission, tu vois, même les poids lourds un peu des plateformes, je pense, tu vois, à Radio France, à Arte ou quoi, ils franchissent pas toujours la barre des 5000 écoutes, par exemple. Ouais, bah écoute, c'est ce qu'on m'a dit, hein. J'ai failli travailler un moment pour Ocha. Oui. Et j'ai passé un entretien. Et bon, c'était il y a longtemps, hein, c'était avant que je rejoigne l'industrie du jeu vidéo. Mais donc, on devait être en 2018. Et en fait, la nana, elle m'a demandé si je faisais du podcast. On a parlé. Et en fait, quand je lui ai dit mes stats, alors à l'époque, j'avais pas le podcast Warhammer, elle m'a dit mais t'es sûr? Et je lui dis bah ouais, en fait après on avait eu des années avec le journalisme, avec des blogs, des sites, tu vois, pour monter une espèce de petite commu, et on avait tu vois 1000 2000 fans qui écoutaient. Ouais. Donc aujourd'hui,
pour être totalement transparent avec vous et aussi pour démystifier un certain nombre de trucs, hein, c'est pas forcément dans mon intérêt de donner mes stats, mais faut pas s'attendre à ce que 40 000 personnes m'écoutent. Donc c'était plutôt de 4 000 au moment où on était au cœur de la vague, quoi, tu vois. Ouais, au top. Dessus plutôt d'ailleurs, en mode il y a 2-3 ans, pendant le Covid, au moment aussi le hobby, les gens étaient chez eux, etc. Et là, c'était un hasard hein, qu'on ait lancé le podcast à ce moment-là. Puis en 2021, ça a repris tout doux et tout, mais on franchissait assez facilement la barre des 2000, 3000. Et aujourd'hui, honnêtement, je franchis la barre des 2000 et le podcast meurt à petit feu. Mais depuis que je l'ai mis sur YouTube, des fois, en fait, soit j'éclate la barre. Donc là, par exemple, je crois que l'épisode sur la garde impériale, qui est ma faction de cœur, a pété tous les records parce que sur YouTube, il y a déjà 2000 écoutes ou un truc comme ça. Ouais. Et j'ai autant, voire plus en audio. Mais sinon, sur un podcast un peu plus, tu vois, par exemple, le dernier que j'ai fait, alors on enregistre cette émission, c'est sur le Hero Hammer. Ça parle à beaucoup moins de Oui, gens. ouais, que j'ai écouté très récemment. Ouais. Et c'est un peu plus transversal et c'est un peu plus niche. Et du coup, ça va faire 2000 écoutes et basta, quoi, tu vois. Donc, avant, c'était un espèce de minimum de 3000, tu vois, et 4000 plus que sur les hits, on va dire. Et je pense que maintenant, c'est plutôt autour de 1000-2000, quoi. Mais en comptant aussi YouTube qui a débloqué énormément de nouveaux gens. Du coup, si vous avez un podcast à lancer, n'oubliez pas de le mettre aussi sur YouTube parce que parfois ça peut aider. Ouais, j'ai été surpris de ça également. Il y a encore pas mal de gens qui, tu vois, qui n'utilisent pas, enfin, en tout cas, qui n'écoutent pas de musique en ligne, quoi. Pas de plateforme de streaming Ouais. comme Spotify ou etc. Il y en a qui sont vraiment irréductibles et qui restent à YouTube. Donc, ouais, évidemment, pour les petits créateurs de contenu audio, généralement, votre hébergeur vous propose via un simple clic de publier les épisodes automatiquement sur YouTube. Donc ne vous en privez pas. Moi, idem pour Rural Hammer, ça a fini par atteindre plus de 25% du volume d'écoute total. Donc à ne pas négliger, quoi. C'est cool. Ouais. Et concernant le podcast, tu vois, est-ce que tu as des retours d'utilisateurs rigolos? Moi, j'ai été très surpris hein, à l'époque. Je pensais vraiment que tout le monde écoutait ça en peignant, tout simplement. Ouais. Puis tu te rends compte que les gens, ils écoutent ça dans le train, en voiture. Tu vois il y en a un, il m'a dit voilà, le dîner de famille, ça m'a trop saoulé. Je suis parti dans mon coin boire un Armagnac en écoutant Rural Hammer. Enfin, tu vois, ça devient assez lunaire, quoi. Pique Rural Hammer. Toi, c'est quoi les retours d'utilisateurs que tu kiffes le plus? Et je pense que tout comme moi, on reçoit pas mal d'amour, hein, mine de rien. Putain, les messages pleins de gentillesse qu'on peut recevoir, Ouais, de fou. c'est assez fou. Ça touche assez droit au cœur, hein, franchement. Ouais, complètement. Je reçois beaucoup de messages. Après, je pense que la grande partie des gens nous écoutent effectivement en peignant ou en montant des figues. Après, je vais un peu tricher parce que je pense que les meilleurs exemples que j'ai, je crois que je les ai eus avant l'arrivée de Landrider ou alors pendant, mais j'étais pas sûr que ça soit l'épisode, enfin entre guillemets, l'émission qu'ils écoutaient parce que je partage le même flux RSS avec mon autre podcast sur Star Wars. Ouais. Mais par exemple, je pense à une auditrice qui nous écoute, mais il me semble que c'était mis à Warhammer via les trucs de faction et tout. Et en nageant, je savais même pas que c'était possible, c'est-à-dire qu'il y a des écouteurs, ils mettent leur téléphone sur le bord de la piscine olympique, et il y a des écouteurs Bluetooth qui sont faits pour résister à l'eau, tu mets ton petit bonnet de bain et tu tapes tes meilleures longueurs en écoutant Land Rider. Ah la vache. Donc ça m'a toujours frappé, tu vois. Après, beaucoup de gens qui sont sur la route, beaucoup de gens qui taffent en fait, hein, effectivement, sur la route, et ou alors qui font ça en couple. Ça me fait marrer aussi. Beaucoup de gens qui me disent ah ouais, ma copine a toujours bien aimé Warhammer et tout, mais du coup ça fait quand même beaucoup à absorber au début, donc quand il y a un nouvel épisode sur une faction, on le met, et puis vu qu'on prend la route pour aller en week-end, on écoute ça, donc ça m'a toujours fait plaisir. Bah ouais, c'est mignon, quoi. Et puis mon meilleur pour la fin, parce qu'en plus c'est Rural Hammer Core. Ça c'était à l'époque où j'étais journaliste pour le coup. On avait un podcast qui s'appelait le Popcast, un nom extrêmement pas du tout répandu, si, mais du coup ça faisait un point sur l'actu populaire qu'on partageait avec à l'époque 3 sites regroupés. Et en fait on avait un gars qui m'avait envoyé une photo de quand il écoutait le podcast, et en fait le mec bossait en moissonneuse-batteuse
Et donc, il mettait son iPod, tu vois, sur le côté, là, il avait ses écouteurs, et il me faisait des photos absolument incroyables au milieu des champs avec, merci les gars de faire 3 heures, parce que là, moi, j'ai une grosse session et tout, parce qu'on disait tout le temps, ah putain, on est encore débordé sur le temps, et on trouvait toujours un ami agriculteur qui nous disait, bah écoute, moi, ça me va, j'ai du taf, donc n'hésitez pas, quoi. Donc, je sais pas s'il m'écoute encore, ce monsieur-là. Si c'est le cas, encore merci pour l'anecdote et pour les écoutes, parce que franchement, on reçoit effectivement beaucoup de trucs comme ça, dont d'ailleurs peut-être j'en ai oublié des géniaux, mais vraiment, moi, ça me fait toujours plaisir. Ouais, bah gros bisous à lui en tout cas. Et plus globalement, gros bisous à vous tous pour les petits messages que vous pouvez envoyer concernant voilà, les petits retours d'écoute, ça fait toujours plaisir. Maintenant qu'on a parlé de l'audio, parlons du papier. Oui. Parlons de ton bouquin Sculpter la guerre, un bouquin que tu as écrit. Donc c'est ton deuxième bouquin, si je me gourre pas. Ouais, c'est ça. Donc, Sculpter la guerre. Donc, ce bouquin, je l'ai lu pas longtemps après ma reprise du hobby, globalement. Alors, pour vous présenter la chose, du moins à travers mon regard, vous prenez l'univers de Warhammer 40 000, vous prenez la passion qui vous anime, vous rajoutez un peu de socio-politique par-dessus, vous mixez le tout et ça nous donne Sculpter la guerre. Du moins, est-ce que je suis dans le bon? Du moins, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Ah bah, c'est une super analyse, je pense. Enfin, en tout cas, elle me fait plaisir parce qu'effectivement, l'idée était de lever un peu le voile dont on parlait tout à l'heure sur les mystères de comment cet univers s'est créé, comment il a évolué et comment il va aussi évoluer avec, tu vois, on va dire, les évolutions du monde qui se préparent, la popularité grandissante du hobby, etc., etc. Donc, ouais, c'était tout à fait l'idée derrière ça et aussi inscrire un peu une analyse dans le temps long, on va dire, parce que un peu comme le podcast, tu vois, ça permet de faire des longs formats, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Là, un bouquin, c'est, tu vois, les paroles volent, les écrits restent, quoi. Bon, dans le cas du podcast, les paroles peuvent rester un petit peu aussi, donc ça c'est cool. Mais ouais, je me suis dit, il faudrait quand même faire quelque chose avec Warhammer 40 000. À l'origine, en fait, mon éditeur m'avait demandé un deuxième bouquin parce que j'avais fait un ouvrage d'analyse sur les dernières sorties de Star Wars, notamment la post-logie, donc épisode 7, 8, 9. Ouais. Et puis il m'avait dit, bon, tu veux enchaîner, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on avait parlé de plusieurs trucs, et puis j'avais dit, au pire, de toute façon, moi je connais vachement bien Warhammer, quoi. Et ils avaient senti, en fait, cette hype un peu monter, et ils étaient assez intéressés aussi par le côté très communautaire, en fait, de notre hobby, tu vois, où ils savent qu'il y avait des gens qui allaient se mobiliser pour le bouquin, qui a d'ailleurs mieux marché que mon bouquin sur Star Wars, aussi parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ah putain, c'est vachement étonnant, ça. Ouais, c'est étonnant. Warhammer, au-dessus de Star Wars en volume de vente, quoi. Ouais, c'est clair, il s'est vendu plus vite et plus fort. Alors après, je sais pas si ça méritera forcément une réimpression un jour. Je pense que peut-être les gens qui sont intéressés par ce genre d'analyse et cet univers ont trouvé le bouquin. Ouais. Mais en tout cas, il s'est mieux vendu. Ouais. Et du coup, c'est très chouette. Je pense que ça en dit long sur l'implication de la communauté. L'envie aussi qu'elle avait de regarder en arrière, d'analyser aussi les choses, parce qu'on le fait de moins en moins avec le hobby. Et à l'époque, il y avait des rubriques dans White Dwarf ou même des trucs un peu making-of, où on voyait des concept art, on voyait les concepteurs s'exprimer. Une des meilleures ressources récentes qu'on a eues pour ça, c'est les podcasts Voxcast et Stormcast, qui étaient des podcasts officiels de Games Workshop, qui étaient 1 heure d'entretien avec un artiste, un peintre, un sculpteur, même des managers. Ouais, c'était excellent ça. Et ça, c'était excellent. C'était le meilleur truc qu'ils ont jamais fait ces dernières années et qui me semblait être le meilleur moyen de faire renaître un peu ces rubriques-là pour les passionnés et de fournir aussi du contenu que tu peux écouter quand tu peins, parce que je pense que limite c'est un truc un peu, nous on le fait entre guillemets gratuitement, mais je pense que là c'est l'ancien étudiant en école de commerce qui parle, mais genre tu vois d'un point de vue marketing en fait, tu vois, avoir des lore masters ou des trucs comme ça, des émissions un peu de fond qui peuvent t'occuper. Je pense que Games Workshop aurait intérêt, tu vois, à investir ce créneau là. Ils le font de moins en moins parce que ouvrir c'est accepter accepter la critique, potentiellement voir des tensions, voir des contradictions entre ce que les gens disent. Et moi, c'est toujours, pour moi, fascinant. C'est ça qui font les grandes œuvres, tu vois, c'est ces tensions-là, ces contradictions-là. Et puis, effectivement, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur notre univers favori. Et c'est souvent de ces entretiens qui étaient menés par Wade Price, qui est un mec que je respecte énormément. Et ils étaient
passionnant, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je réussisse à faire un bouquin dans cet esprit-là. Et pour la petite anecdote, j'ai demandé à Games Workshop de le faire avec eux, en fait, à l'origine. Parce que je me suis dit, Ah, donc vous avez bossé un peu en tandem, quoi. à l'origine, ouais. Enfin, c'est ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'avec l'éditeur, on voulait faire parce que je leur ai dit, Ouais. trouver des infos si j'ai pas accès direct à l'entreprise. Alors, j'aurais pu aussi avoir un accès direct avec les gens, tu vois, aller voir, par exemple, des Jarvis Johnson qui depuis ont quitté Games Workshop, bien sûr, tous les créateurs originaux qui sont encore de ce monde, etc., etc. Et puis, bon, on a fait pas mal de mails de relance, on a été baladé un petit peu de service en service. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, bah, de toute façon, on est couvert par le droit à l'essai en France. J'ai fait un truc Star Wars sans l'autorisation de Disney, tant pis, je vais le faire sans l'autorisation de Games Workshop, c'est dommage, mais au moins, je ne serai pas forcément policé. Et du Ouais. coup, mon alternative de V2, c'était un peu de dire, je vais aller voir tous les gens avec qui je peux parler. Donc là, j'ai envoyé beaucoup de mails, tu vois, et j'ai vu la même un peu méfiance, parce que justement, c'était pas officiel. Donc je me suis dit, putain, en fait, du coup, j'ai un problème et j'ai toujours ce problème parce que personne va oser me parler tant que j'existerai pas, en fait, entre guillemets, tu vois, Ouais, tant que ouais. d'autres seront pas venus et personne n'avait envie d'être le premier. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il existe des interviews d'un certain nombre de créateurs, concepteurs, d'artistes. Je vais poncer tout ce que je peux, je vais poncer tous les Voxcasts, je vais aller chercher dans les archives d'internet des vieux trucs, des vieux White Dwarf. J'ai tout exhumé et j'ai tout mis. Et c'est un bouquin que j'aurais dû rendre bien plus tôt normalement, mais vu que je travaillais de front sur la production de Goldorak et d'Aliens Dark Descent, il y a un moment j'ai dû faire une pause et faire des choix. Et de toute façon, j'ai dit à mon éditeur, là je suis en train de sortir des trésors et en gros, chaque jour où j'avais pas le temps de vraiment d'écrire, je faisais des recherches pour le podcast et je me disais, putain, ça, c'est super intéressant. Et en fait, je stockais, donc j'ai une espèce de, de doc Word monstrueux avec des morceaux d'interview que j'ai retapé et tout. Et je me suis servi de ça comme source, en fait, en me disant, bah ça, au moins, personne pourra me dire, bah dis donc, ça, c'est juste ton analyse, quoi. Non, non, bah J'ai été le mettre ouais, ouais, ça se ressent vachement à la lecture du truc. C'est le côté. Déjà, c'est un recueil d'anecdotes assez immense, quoi. Il y a quasiment que ça, quoi. Il y a quasiment que ça. Ouais, Et ouais, moi, bah ouais. franchement, les 2 tiers des trucs que j'ai lus dans le bouquin, au final, je les ai appris, quoi, tu vois. Vraiment, quand on rentre dans les arcanes de la conception de jeu, moi, en tant que jeune joueur, à l'époque, j'étais complètement tenu à l'écart de ça. Et c'est vrai que ton travail d'excavation, hein, quelque part, de, Ah, c'est complètement ça. ouais, ton travail scribouillard, là, en fait, il se ressent vachement à la lecture du truc, quoi. Et complètement. Et du coup, ouais, c'était un peu à la fois la beauté, le plaisir de cette, comment dirais-je, bah, de cette aventure qui a pris plus de temps que prévu. Ouais, ça devait être un exercice aussi, j'imagine, hein. Ouais, j'ai un peu speedé hein, sur la dernière ligne droite. Je me souviens avoir terminé face aux montagnes dans le Jura, dans la famille de ma chérie. Oh, stylé. Et j'avais des deadlines et j'étais en mode, je me suis mis dans un bureau, j'ai ouvert le PC, j'ai fait OK et j'ai tombé un nombre de pages mais non sensique en quelques jours. Mais parce que voilà, les productions de jeux vidéo ralentissaient, je me suis dit ok, c'est le moment, j'ai mis un énorme coup de bourre. Et en même temps, tu vois, ça bouillonnait. Je crois que après, quand tu accumules de la recherche, hein, ça peut être l'effet inverse. En fait, à la fin, tu sais même plus ce que tu regardes, quoi. Mais là, c'était en mode, j'essayais de structurer un peu, je commençais à accumuler beaucoup de matière. Et puis au bout d'un moment, tu as tes ingrédients devant toi et tu te lances dans ta recette. Et j'ai eu de la chance parce que j'avais un bon éditeur, Ludovic, que j'embrasse et qui m'a vraiment super bien guidé, qui était vraiment passionné par le truc, qui avait joué à Warhammer, qui avait un peu lâché le truc, mais qui était vraiment intéressé par ce qu'on ferait de cet objet. Et donc du coup ça m'a bien motivé, tu vois, il était toujours un peu derrière moi, tiens, t'as pensé à ça, t'as pensé à ci, donc c'était cool. Et franchement, je suis vraiment hyper fier de ce bouquin-là. Et surtout que j'ai des retours assez Ouais. réguliers en fait dessus. Alors encore une fois, c'est le temps long, tu vois, ça a pas méga buzzé. Je pense que la sortie était pas hyper bien branlée. Je pense que les gens se sont méfiés parce que voilà, il est un peu sorti en surprise le bouquin. Mais récemment, tu vois, la sortie Space Marine 2, je pense que il y a 2, 3 gens qui ont placé le bouquin sur le radar et donc ma tronche sur le radar et donc tiens, vous êtes un peu l'expert, venez parler du truc et tout. Et je trouve ça intéressant parce que il pourrait aussi aller dans des Games Workshop ou s'adresser à des youtubeurs et tout,
mais parce qu'il y a le travail d'analyse dans le bouquin, moi je suis récompensé de ce point de vue-là. Et c'est aussi mon podcast qui en profite, puisque c'est la même approche qu'il y a dans Land Raider, peut-être pas sur tous les épisodes, mais tu vois, cette idée d'aller un peu plus loin au fond des choses, quoi. Ouais, bah là, on est en train de créer le Land Rider Verse, hein, une C'est un peu ça. plateforme multimodale et multimédiatique. Bah justement, en fait, parlons des perspectives d'avenir pour toi. J'imagine qu'en fait, écrire un bouquin, ça t'a plu. Et peut-être qu'il y a un petit goût de reviens-y. Tandis que du côté du podcast, est-ce qu'on peut imaginer un jour justement voir les contenus déborder un peu du format audio seul? Est-ce que toi, faire de la vidéo, ça te dirait? Faire du live, ça te dirait? Bref, quelles sont les perspectives, que ce soit sur papier ou dans ton casque? Et ben, sur papier, je pense que je vais m'arrêter là dans un premier temps parce que c'est un énorme boulot que de faire un bouquin. Après, en ce moment, je travaille sur un autre bouquin, mais c'est de la fiction. Ce sera mon premier bouquin de fiction, donc c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté aussi à ses propres histoires, c'est compliqué d'aller refaire de l'analyse. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens en ce moment. Pour le podcast spécifiquement, du live, ça me paraît être super approprié parce qu'on peut discuter ensemble, se retrouver en tant que hobbyiste et tout. Et moi, pour la petite anecdote, je suis pas très Twitch, je suis pas très live de manière générale, mais je m'y suis mis justement quand un peu avant le confinement, là aussi, l'époque Voxcast et Stormcast, Games Workshop faisait des lives qui tombaient un petit peu en fin d'après-midi à l'époque, et toute la semaine, Ouais. avec des interviews de concepteurs, de la peinture, du jeu et tout. Et c'était un espèce de prototype Warhammer Plus, mais avant l'heure. Et du coup, j'avais commencé Twitch avec ça, et je trouvais ça super agréable parce que la communauté était hyper créative, bienveillante, les gens étaient cool. Il y avait effectivement Wade, il y avait Louise, il y avait Peachy, des gens que j'apprécie fortement. Alors après, pour l'image publique qu'ils renvoient, hein, je les connais pas personnellement, mais voilà. Donc j'étais en charmante compagnie, je mettais ça sur mon écran de droite quand je bossais et que j'avais des tâches un peu débiles à faire. Et du coup, ça m'a toujours plu et ça m'a toujours intéressé, et je pense être aussi bizarrement moins chiant sur ce que je raconte quand je suis dans la spontanéité. C'est-à-dire que moi, quand j'enregistre un podcast tout seul, par exemple, j'ai tendance à répéter mes phrases pour qu'elles soient parfaites et ça me prend un temps fou. Alors que là, tu m'interviews, ou que si je suis par exemple face à ma webcam, ça va être beaucoup plus fluide. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça, donc ça m'intéresse. Ah bah là, je t'avoue qu'en temps de montage, on va se rapprocher du zéro, hein, là, toi. Quand Thibaut déroule, il déroule dans une fluidité inarrêtable. Il est tel un ruisseau. Ouais, à quelques exceptions près quand même, mais j'espère que ça sera pas trop long. Et ouais, effectivement, du coup, ça m'intéresse pour ça aussi, tu vois, juste pour la diction. Et puis c'est un peu comme ça que fonctionne mon cerveau. Il y a des questions, j'ai envie d'interagir avec les gens, c'est cool. La vidéo, j'y ai toujours beaucoup pensé. J'en ai un petit peu fait hein, de mon temps de journaliste, de blogueur et tout aussi. Ouais. Je trouve que c'est hyper ingrat le temps que ça prend versus potentiellement le bid que ça peut faire. Ah bah ça c'est clair, hein, en termes de quantité de travail, dès qu'on rajoute de la caméra, putain, tu multiplies tout par 15, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis là, tu te frottes aussi à des géants, entre guillemets, quoi. Je veux dire, j'aime bien avoir cette expertise sur l'audio, m'inscrire dans le temps long, etc. Vouloir me battre contre l'algorithme de YouTube, la dernière tendance à la con, Ouais, j'avoue, ouais. très peu pour moi. Et du coup, je sais que je plongerai très vite dans le marasme des stats et de machin. Et puis, on voit déjà que des gens dont c'est le métier à temps plein, ils galèrent. Ouais. Donc, moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. mais c'est dommage. Ouais, puis tu vois, se mettre uniquement sur YouTube, il y a aussi un côté. Enfin, t'as dû noter ça également, c'est que t'as des gars qui, bon, ils font le choix de devenir créateurs de contenu, donc ils prennent le choix de devenir youtubeurs professionnels, et quelque part, c'est confier les clés de son avenir professionnel dans les mains d'une multinationale qui a un fonctionnement complètement opaque. Donc, Ouais. c'est dangereux, quoi. Ouais, c'est dangereux, et je pense que beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là finissent de toute façon par aller mettre des billes ailleurs parce qu'ils s'en rendent compte, ou ils le savent depuis le début, et ils savent que c'est juste, entre guillemets, la première marche de l'escalier. Ouais. Mais pour moi, même s'il y a un petit peu d'argent maintenant qui est impliqué, parce qu'on a une page Tipeee, c'est vraiment de l'ordre du don. C'est de l'ordre de tant que ça m'éclate et que j'y trouve du plaisir. Tu vois, là, avec l'ouverture du Discord, le fait d'être avec plus d'interaction de communauté, en fait,
C'est cool, hein, Discord, hein, moi j'adore. Ouais, franchement, c'est un super outil. Bah, je l'utilise même pour le taf et tout. Donc, Bah oui, moi je retrouve, tu sais, là, parce que moi, il y a eu une époque en fait où Internet, franchement, au tout début d'Internet, l'utilisation principale du truc, c'était les forums. ouais, Et bah, ça fait pas si longtemps que j'ai retrouvé ce véritable esprit-là, forum via Discord, quoi. ouais, et ça manquait. Et pourtant, les forums, pour avoir passé beaucoup de temps sur French Warhammer 40 000 et aussi Warhammer Forum, bien sûr, Ouais. ça a toujours ça a toujours fait partie, pardon, du hobby pour moi, quoi. Ouais, mais c'est juste qu'à l'époque, j'y accordais pas mal de temps. Je me rappelle quand j'étais étudiant. Et les échanges sur les forums, mais parfois on écrivait de véritables pavés, hein. C'était des échanges au long cours. Là, avec Discord, on est plus sur quelque chose d'instantané, de plus réactif, de plus instinctif. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup parce que ça prend pas un maximum de temps par jour. Et je trouve qu'en fait, les petites communautés, enfin, du moins la mienne, celle liée au podcast, elle a pris vraiment un joli essor avec cette plateforme-là, quoi. Ça doit être la même de ton côté, je pense. Complètement. Et puis, je pense que c'était un liant. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait plus tôt, honnêtement. Ouais, J'avais un grave, petit ouais. peu peur potentiellement de la gestion. En fait, c'est toujours ça. Moi, ça a toujours été un truc sur le côté. J'ai un temps qui peut être parfois limité. Ça fait 1 an que je cherche du taf et que je fais du freelance à droite à gauche et tout. Ouais. Donc, j'ai maintenant un contrôle sur ma semaine qui est un peu plus important. Donc, je me suis lancé beaucoup de trucs, le Tipeee, le Discord, me mettre sur YouTube. C'était des chantiers qui sont pas si gros que ça, tu vois, vu de loin. Mais quand tu es dans le guidon, que tu as ton taf, que t'as ton... Enfin, en fait, ça me semblait être assez insurmontable tout seul, quoi. Donc, c'est pour ça que ça a tardé, mais je suis content que le succès soit malgré tout au rendez-vous, même si ça a un petit peu effectivement tardé, quoi. Ouais, bah écoute, je pense que voilà, tu es sur la bonne voie en tout cas, et je ne puis Merci. que t'encourager dans ce sens. Allez, on part sur complètement autre chose. Est-ce que tu as vu la vidéo salée de French Wargame Studio? Oui, j'ai vu ça. En fait, je suis totalement victime de l'algorithme YouTube et des thumbnails, comment on appelle ça en français, je sais plus, des aperçus. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je clique là-dessus. Ça a l'air marrant. J'ai envie de voir Ivy rager sur Warhammer 40 000. Je pensais que ça ragerait sur un truc type, je sais pas, les figues, le jeu, Games Workshop. Et je m'attendais pas à que ça soit une compile, même si il explique très vite le contexte au début de la vidéo. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit une compile de rage un peu plus personnelle et de frustration un peu plus personnelle. Donc assez troublante cette vidéo, j'avoue. Ouais. J'ai rencontré plusieurs fois Julien, donc je le connais un petit peu, mais pas plus que ça. Après, j'ai vu du coup le visage d'un joueur qui parfois pouvait être un peu euh, emmerdé par ce côté très Warhammer moderne ou Statammer en fait, comme on l'aime à le dire aujourd'hui, c'est-à-dire bah ouais, mais là, mais j'ai défoiré, font une espèce de réaction en chaîne qui fait que je suis dans la merde, que je vais me prendre un cul, que machin. Et c'est vraiment une espèce de longue spirale slash de descente un peu aux enfers au sein des parties qui m'est arrivé de vivre même des fois avec des potes en fait. C'est-à-dire, moi je vais vraiment avoir de la chance ou ils vont en jouer de malchance très tôt dans la partie et tu vas les voir se défaire au fur et à mesure. Et moi-même, hein, je suis coupable de ça parfois, donc n'allez pas croire que je suis un surhomme, mais vraiment, j'essaye de combattre en fait cette espèce de spirale infernale qui nous vient, à mon avis, 100% de cette tendance à un Warhammer plus compétitif, quoi. Parce que finalement, à l'époque, tu voyais tes jets de dés pourrir, tu vois, bon, bah, c'est sûr, ça faisait pas mal. Enfin, ça Bah, fait. c'était la rigolade d'office, quoi, Oui, non? c'est ça, c'est jamais forcément super agréable, mais bon, tu peux te dire, ouah, putain, mes taux, ils ont les meilleures armes, mais ils savent pas viser, ils sont trop cons. Ouais. Tu auras toujours un petit jet de dés à l'inverse qui va être improbable, mais qui va faire plaisir. Donc, il y avait aussi le côté, pour moi, tu racontes l'histoire, quoi. Donc, ton histoire, c'était que les Space Marines avaient bu trop de bière avec leur pote Space Wolf et ils visaient très mal, quoi. Mais Ouais. non, je sais pas. Après, c'est vrai que le côté, bah, tu vois, dans l'ordre de le côté rentable en fait, tu vois, du hobby. Mais c'est un truc, hein, un mal, tu vois, productiviste qui s'est infiltré un peu partout, quoi. C'est de dire tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour être plus productif, pour être meilleur, pour être machin. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, j'ai peint cette unité, elle vaut tant de points, j'ai dépensé tant de points, tant d'euros, tant de temps. Et là, elle fait de la merde, donc ma partie, elle est nulle. Warhammer, c'est nul. Enfin, tu vois.
c'est un peu ce qu'on voit, je pense, partout dans Ouais, bah c'est vraiment l'esprit, qui se dégage de cette vidéo. De toute façon, ce jeu, il pue. Parce que moi, ça m'a vraiment, en vrai, ça m'a quasiment choqué, quoi, si tu veux. Ça m'a quasiment choqué parce que le Eevee, on le voit tous avec, évidemment, on le voit tous déjà avec un œil bienveillant, vu tout le boulot qu'il a pu faire pour le hobby en France. Mais là, putain, de le voir, si tu veux, aux frontières de la toxicité, moi, ça m'a fait un truc, quoi. Ouais, bah je vois ce que tu veux dire avec cette toxicité-là, et je pense qu'elle peut nous gagner, franchement, assez facilement, hein, plus facilement qu'on le veut, notamment quand on a une espèce de tendance, effectivement, à créer cette espèce de rentabilisation permanente du moindre jet de dés, de la moindre unité, du truc dans la liste et tout. En fait, souvent, quand tu viens avec une liste un peu fluff, un peu à thème, un peu machin, tu te dis, ça peut entraîner des espèces de suppositions, tu vois, qui viennent du fluff en mode, Ouais. ah ouais, bah j'ai 5 Terminators et un Capitaine, ils devraient rouler sur n'importe qui. C'est sûr que c'est pas forcément le cas, tu vois, dans le jeu, encore que. Mais d'un autre côté, t'as pas forcément une espèce de méga déception, quoi. Et en fait, je pense que justement, quand c'est que des jets de dés et pas des mécaniques de jeu qui sont dommageables, bah en fait, c'est juste la chance, quoi, tu vois. Enfin, et du coup, quand c'est la chance, c'est la faute à pas de chance. C'est pas la faute de Games Workshop ou de ton adversaire ou de toi-même, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas jouer de toxicité à ce moment-là. Il faut juste se dire, bon, bah, c'est pas mon moment. Après, je sais pas si c'est le cas d'Evie, mais moi j'ai toujours eu une réputation d'avoir de très mauvais jets de dés. Donc en fait, de base, je pars souvent perdant, donc c'est plus facile pour moi. Mais c'est fou ça, tout ce temps qu'on est en fait, finalement, dès lors que on est sur un profil de joueur un peu plus fluff, fun, narratif, mais je sais pas, c'est notre dénominateur commun. On pue du cul en termes de dés. Moi, fut un temps où on m'appelait Attila le 1, parce que c'est simple, je ne faisais que des 1. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, bah il y a de ça. Bah, après, je pense que c'est aussi parce que ça nous intéresse moins, donc on a peut-être tendance à moins retenir, si ce n'est savoir qu'on n'a pas de chance parce que c'est ça, tu vois. Et Ouais. mais je sais que j'ai un pote, Raphaël, qui va m'écouter parce que je sais qu'il écoute aussi tous tes podcasts, et je sais que lui, il est ultra enthousiaste sur les GT. C'est-à-dire, il fait direct. Oh putain la tuile, ou alors waouh le beggar, genre, et en fait après il compte et il fait ouais non en fait c'est pas terrible. En fait non, Tu ouais. vois. En Et fait ça, ça pue. et ça nous arrive tout le temps, et en fait on s'en amuse un petit peu de ce côté, bah ouais en fait dans le feu de l'action il y a un côté un peu bête et méchant dans l'adrénaline de jeter des dés et de se dire ok là ça va passer, et en fait de voir petit à petit se déconfire, quoi. Mais après je pense qu'il faut jamais lâcher, en fait. Moi et c'est ça qu'effectivement c'est ça qui fait peut-être un petit peu peur dans cette vidéo, c'est que tu te dis ah ouais c'est quand même quelqu'un qui présente une image du hobby et qui bon là il lève le voile là, enfin les gens voulaient, hein, ils ont entre guillemets un peu soutenu FWS pour ça, mais je me suis dit ça casse un peu aussi la magie et le côté franchement c'est cool une game entre potes même quand ça part un peu en couille, et puis c'est jamais vraiment perdu, surtout de nos jours. Enfin moi j'ai souvenir de jouer en V4 5 6, mais t'avais des parties mais tu perdais, si tu voulais vraiment rage sur des trucs, tu mettais 10 Terminators en frappe en profondeur, Ouais, c'était ton dé de terminé quoi. dispersion il allait au dehors de la table, Ouais. c'était terminé, quoi. C'est retour mallette instantané, donc ça n'existe, ça c'était moteur de frustration pour utiliser son expression. Après tu vois bah des GD t'en as toujours fait des bons, t'en as toujours fait des pétés, tu vois. Je pense qu'il faut se rappeler ça, et puis moi, petit conseil à tout le monde, et notamment à ceux qui lâchent. Et moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. Je fais une grosse game à 2000 points, Garde Impériale Space Marine. Et T3, j'étais en mode, mais tout avait sous-performé. Mes tanks, j'avais l'impression qu'ils étaient en mousse. J'étais désemparé, quoi. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je joue à ce jeu? C'est horrible. Genre, en fait, les tanks, tu prends 3 Space Marine. Je passe pas un bon moment, merde. Mais oui, mais du coup, au bout d'un moment, t'es hyper. En fait, quand t'es dans une aussi logique de compétition, quand ton adversaire est avec une grosse liste, toi t'as une grosse liste. Enfin, en fait, je pense que le meilleur moyen, c'est jamais de mettre un seul orteil dans ce bassin-là, quoi, tu vois. Et c'est juste de se dire, Bah ouais. je viens avec mes 9 chars, aucune idée de comment ça va performer. Et c'est pour ça que c'est chiant pour faire la connexion avec Age of Sigmar, de pas pouvoir faire des listes un peu facilement. Thématique, Parce que du coup, t'as jamais ce feeling de ouais, j'ai juste voulu mettre ça. Et on verra ce que ça donne. Bah, en fait, tu verras que ça ne donne pas grand-chose. Alors qu'à 40 000, tu peux avoir des surprises. Et notamment, il y a un moment où personne jouait des transports, là, dans cette V10, et je me suis dit, genre, attends, j'ai des chimères, j'ai des gus, je peux faire des actions, des machins, des trucs. Et là, dès que tu commences à spammer du blindé, du machin, ok, là, tu vois la quintessence du truc. Mais c'est aussi parce que des fois, on essaye aussi de suivre un peu des tendances. Moi, je sais que ma grosse liste à 2000 points dont je parlais tout à l'heure, quand je me suis un peu effondré, c'est de me dire...
Bon, j'avais mis un bad blade pour le trip, mais le reste, c'était vraiment en mode, ouais, qu'est-ce qui marche bien en ce moment et tout ça. Et en fait, du coup, si ta motivation, c'est qu'est-ce qui marche bien, dès lors que ça a souffert former, tu vas Ouais, être bah triste, ça en fait. c'est d'office quoi. Donc, est-ce que Ouais, la méta ça rend heureux, hein, ça c'est tout un débat. En tout cas, dans cette vidéo, le petit Ivy, putain, il était pas heureux du tout. Il était même tout chiant. ouais. Moi, j'avais juste envie de lui faire un câlin et de lui proposer un petit scénario narratif et une bière, quoi, tu vois. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que surtout, enfin voilà, c'était pas forcément à charge de parler de cette vidéo. On en a parlé en off avant de se lancer, mais c'est vrai que il existe d'autres hobbies, quoi. C'est ça qu'il faut se rappeler. Bah ouais. Donc pourquoi pas, mon cher Ivy, on te fait tous les gros bisous du monde, hein, évidemment. On adore ton travail, ça c'est une évidence. Mais là, putain, en termes d'image, j'ai trouvé ça, waouh. Je fais, putain, c'est fou quoi. Ouais. Lui qui paraît si gentil, tu vois. Ouais, il y avait un côté un peu, la magie disparaît, et notamment tu le vois beaucoup dans le visage des adversaires, quoi. Ouais, bah ouais, c'était un peu le malaise quoi. Ouais, j'ai pas mal été dans ce cas avec des joueurs que je connaissais pas. Ça m'est arrivé à toute époque confondue de Warhammer 40 000, quoi. Ouais. Tu joues avec quelqu'un, tu te dis ouais, c'est super, on a la même passion et tout. Le mec il fait 2 jets de dés de travers et là il commence à rage tout seul et toi t'es en mode mais putain, enfin sortez-moi de là, quoi, tu vois, genre c'est Au vraiment, je secours, pense, une au espèce secours. de prison horrible, quoi. Bon, bah écoute, c'était voilà, il fallait qu'on parle de ça un petit peu, c'était quand même rigolo. Bah écoute Thibaut, je pense qu'on a bien couvert bah, ce qui était voilà, à la fois Land Rider, Sculpter la guerre, tout ton petit monde. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure, un petit mot? Bah non, bah je voulais te remercier de t'être lancé toi aussi, d'être venu me voir en amont. Je trouve que c'est cool que notre petit milieu podcastique du hobby évolue. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à soutenir Rural Hammer comme Land Rider, juste sur les réseaux, en rejoignant la communauté, si vous le pouvez, d'une manière ou d'une autre. Pour nous, c'est Tipeee, le bouquin, mais peut-être qu'un jour, du côté de Rural, il y aura un truc, je sais pas, mais en tout cas, être là. Bah, je suis en train de faire des t-shirts, tu vois. Ah bah oui, c'est vrai, les t-shirts, pardon, excuse-moi, oui, j'ai vu en plus le tablier aussi, non? Un Bah, truc le comme problème, ça. c'est que je gagne pas de sous. Le problème, c'est que je gagne pas de sous avec les t-shirts, donc tu vois, c'est Ah, pas... il faut que tu augmentes tes tarifs pour Ouais, survivre. bah ça me fait chier de faire des... Je suis sûr que les gens seraient prêts à mettre le prix. Je veux pas faire des t-shirts à 30 balles, tu vois, c'est chaud, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est compliqué, surtout quand tu essaies de faire les choses bien. Donc j'entends, mais avec ou sans euros, quoi, franchement, on a le moins de petits messages, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, ça fait plaisir. Et puis, des fois, juste un petit retweet, un petit like, un petit machin, en parler autour de vous aussi, c'est ultra important, quoi. Le bouche à oreille dans le hobby, ça a toujours marché du feu de Dieu, et je pense que ça continue à marcher. Donc, faut pas hésiter. Et puis, bah non, qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? Voilà, franchement, si vous voulez creuser un peu la discussion, allez checker le bouquin chez Ferd, il est toujours disponible. Et puis, on se retrouve pour des épisodes bientôt. Et puis, un nouveau crossover qu'on a teasé, hein, déjà, donc je vais pas en rajouter, mais voilà, soyez au rendez-vous. Ouais, ça se déroulera autour de l'œil de la terreur, cette histoire-là. Ouais, il me semble. Bon bah écoute Thibaut, tu as tout dit, retenez le message, support your local podcaster, C'est ça. retrouvez-nous sur Discord et sur les réseaux. Bah écoutez les gars, c'est la fin de ce nouvel épisode de l'Happy Hours Heresy, j'espère qu'il vous aura plu. Eh bien on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et de nouveaux champs de bataille. Salut à tous! Ciao!